Bonjour à toutes et à toutes et à tous, pour ceux qui sont connectés avec nous aujourd'hui à cette session bibliose. Donc, nous allons avoir le plaisir d'écouter deux orateurs aujourd'hui. Et je me présente. Donc, je suis docteur Tazi. Je suis interniste hémato au CHU de Rabat, au Maroc. Et j'ai le plaisir d'annoncer le premier orateur qui va être le docteur Antoine Job Duval, qui est cardiologue à Medipôle, hôpital mutualiste de Lyon, Villeurbanne, pardon, et qui va présenter un papier sur la réponse au tafamidis chez les patients ayant une amylose cardiaque ATTR, une expérience, on va dire, de la vraie vie, une real world experience. Antoine, à toi la parole. Merci beaucoup. Donc effectivement, un papier, je trouve très intéressant, paru cette année, enfin en 2024 amyloïde, sur la réponse finalement ou la non-réponse des patients sous tafamidis avec les critères USC qu'on connaît. Donc l'idée, c'est une équipe comment, allemande. Les patients, l'amylose est une maladie progressive sur les dépôts d'amyloïdes et ça mène à l'insuffisance cardiaque. En Allemagne, ça a commencé plus tard que chez nous. Ils ont eu le tafamidis à partir de 2020. Et ils ont du coup regardé dans leur cohorte le suivi à 1 an des patients sous tafamidis selon les critères européens de progression de la maladie. C'était des patients consécutifs à Heidelberg. Ils considéraient les patients comme progressants s'ils avaient une modification dans les trois domaines dont je vous reparlerai juste après. S'il n'y avait pas de progression ou une progression dans un ou deux domaines, ils étaient considérés comme stables, ce qui peut poser question. Et donc, ils avaient deux populations. Une population de patients qui avaient pas de progression de maladie qu'ils ont considéré comme répondeurs, et les autres étaient considérés comme non répondeurs. Les critères ESC qu'on commence maintenant à bien connaître, c'est des patients qui auraient une progression dans ces trois domaines cliniques avec de l'insuffisance cardiaque pour une hospitalisation, une augmentation de la NIRECHA, un KCCQ qui s'altère ou un TM6 qui décline, et une augmentation des biomarqueurs, que ce soit le NT-proBNP, la troponine ou le NAC, et une altération au niveau de l'imagerie avec un septum qui s'épaissit, une dysfonction diastolique qui s'aggrave, une fraction d'éjection qui diminue de 5%, un strain qui diminue de 1% ou des troubles de conduction. Donc, les caractéristiques des patients sont les suivantes. C'est 339 patients qui ont été évalués, des patients de 75 ans, surtout des hommes, 50% en rythme sinusal, un peu d'héréditaire, donc 9% de patients mutés, des patients relativement sévères, il m'a semblé quand même, puisqu'ils avaient c'était plutôt des stades 2-3, quand même 35% de stade 3, avec des NT-proBNP assez élevés, quand même 4500 en moyenne. Je pense qu'en France, maintenant, on est à moins que ça en consécutif. Des fractions d'éjection un peu altérées, hein, 45% en moyenne, un strain à -11, et donc des NAC 2-3, en majorité, des NAC 2-3. Ce qui montre, c'est qu'ils ont 20% des malades qui ont aucune évolution sous tafamidis des trois paramètres que j'ai pu décrire tout à l'heure. Ils ont 38% qui ont une modification, 33 deux modifications, et 9% finalement seulement qui ont les trois modifications, qui donc considèrent comme non répondeurs. Donc ça représente 25 patients. Et quand ils comparent les patients à la baseline entre ceux qui ont répondu versus ceux qui n'ont pas répondu à 1 an au tafamidis, ben, finalement, il n'y a aucune différence significative, que ce soit sur les biomarqueurs initiaux, même s'il y a une tendance quand même sur la valeur du NT-proBNP, ben, c'est bien sûr non significatif. La fraction d'éjection est strictement la même, le strain est strictement le même. Dans leur population, ils n'ont pas réussi à trouver de marqueurs prédictifs de l'absence de réponse, en tout cas à baseline. Ce qui fait que quand on compare la mortalité à plus long terme, on voit qu'il n'y a pas de différence, que les patients soient considérés comme répondeurs ou non répondeurs
aucune différence de survie, avec la limite que les non-répondeurs sont que 25. Et quand on regarde plus précisément par les changements dans les nombres de domaines, bah, c'est pareil. Il n'y a aucune différence entre les groupes qui est pas de changement ou trois changements avec un P à 0,17. Mais là, pareil, avec la limite que les groupes, finalement, plus on les sépare et plus les effectifs sont petits. Donc, ils ont quand même retrouvé des choses intéressantes dans leur modèle de régression logistique. Ils montrent que le NT-proBNP, quand même, était le seul marqueur indépendant prédictif d'une mauvaise réponse à la thérapie. Et ils trouvent même un cut avec un NT-proBNP initial à 6320 qui serait du coup évocateur d'une absence de réponse. Et quand on regarde la courbe de survie des patients avec également la question de l'augmentation des biomarqueurs, bah, c'est également le seul élément qui apparaît comme discriminant pour juger ceux qui vont mourir, enfin, ce qui va entraîner une surmortalité. Et donc, l'augmentation des biomarqueurs de plus de 30% était significativement associée à une surmortalité par rapport à l'absence d'augmentation. Et par contre, il n'y avait pas de changement pour les autres domaines, que ce soit les domaines cliniques ou les domaines au niveau de l'imagerie. Donc, dans leur discussion, ils montrent quand même que quand on considère les critères ESC, ben, ils ont 90% des patients qui ne progressent pas sous tafamidis à 1 an. Que finalement, c'était les patients qui avaient le plus haut niveau de NT-proBNP au moment de l'inclusion qui avaient la moins bonne réponse, donc la moins bonne survie que il propose, et ça me paraît relativement intéressant, de mettre un poids différent en fonction des critères, puisqu'aujourd'hui, il faut avoir les trois, mais il n'y a pas de bonus à avoir une augmentation des biomarqueurs ou un strain qui s'altère. C'est tout au même niveau. Et donc là, de dire bah, finalement, les biomarqueurs et l'augmentation des biomarqueurs dans le suivi, finalement, ça peut être avoir plus de poids que la bio, que le reste. Et puis, et ça fait écho aux travaux qui sont en cours dans le registre IR, c'est que pour eux, il n'y avait pas du tout d'impact de l'âge des patients au cours du traitement. Et donc, pour eux, il n'y a pas d'indication à aller prendre une décision sur de traitement ou non, seulement sur cet argument d'âge. Et en France, vous me direz-vous, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, Thibaut Damy avait présenté en 2022 à peu près les mêmes résultats sur un peu moins de patients. Pour l'instant, ça n'a pas été publié. Si vous voulez voir, et les conclusions étaient relativement les mêmes, hein, pas de critères d'inclusion qui me permettaient de différencier les groupes à l'avance. Et les biomarqueurs avaient également un poids plus important. Si vous voulez regarder cette vidéo très intéressante, je vous ai mis le QR code pour y accéder directement. Et je vous remercie de votre attention. Merci, merci beaucoup Antoine pour cette lecture, la lecture de cet article. Donc, on va prendre quelques questions. On a déjà une question sur le chat qu'a posé Olivier concernant les diurétiques et sur le fait que est-ce que il donne des informations sur la majoration des diurétiques et est-ce que cela a un impact sur le niveau des biomarqueurs? Et Et j'encourage donc toutes les personnes qui nous suivent en direct de poser également leurs questions et on a la possibilité de les reprendre. alors, on n'a pas le détail des diurétiques qui ont été modifiés ou pas. Finalement, ce critère clinique, il apparaît assez peu dans le. Je ne vous l'ai pas mis, mais ça représente. Il n'y a que 17% des patients, donc c'était 49 malades, qui ont eu un changement dans ce paramètre clinique qui était hospitalisation NYHA. Et finalement, en fait, surtout, il me semble pas que l'augmentation des diurétiques fasse partie des critères ESC. Non, il ne fait pas partie des critères ESC, l'augmentation des diurétiques. C'est l'hospite, le NYHA qui augmente. Voilà. Donc, c'était pas compté comme un élément clinique. Et non, il n'y a pas de. Ça n'a pas été pondéré. L'augmentation de l'NT-proBNP n'a pas été pondérée par l'augmentation ou enfin, la modification du traitement diurétique. Donc, non, on n'a pas cette information. Mais effectivement, à 1 an, si le patient est hospitalisé,
bah oui, on va avoir une augmentation des NT-proBNP de façon assez logique, mais ça, on ne sait pas finalement s'ils ont fait attention à ça, de bien prendre les conditions à l'état stable et pas au moment d'un événement aigu. Merci Antoine, c'était vraiment super passionnant. Et ça, on a l'impression que ça correspond vraiment à la vraie vie, c'est-à-dire que on voit beaucoup de patients qui progressent sur un des critères, et puis très peu de patients qui sont entre guillemets à staffer et qui progressent sur les trois critères. Toi, comment tu gères dans la vraie vie quand ils progressent sur un seul critère? Est-ce que c'est le moment où tu vas introduire le Forxiga ou alors tu l'as déjà introduit avant? Hmm. Est-ce que c'est le moment où comment tu vas majorer Hmm. les dispositifs? Alors, Tu c'est avais- sûr que les critères ESC et du coup le CPC pour le pâtissier-rang fait inclure des patients extrêmement sévères. Et on le voit Ouais. en RCP régulièrement que finalement, et même nous dans notre pratique, c'est que les patients qu'on voudrait mettre sous une bithérapie, en fait, on ne peut pas parce qu'ils n'ont pas les trois critères et que quand ils les ont, ils sont vraiment, vraiment très, très, très altérés. Et donc, la question se pose plus vraiment de les mettre sous traitement. On est dépassé. Donc, c'est sûr que ça interroge sur le CPC et il me semble qu'il y a des travaux en cours justement pour essayer d'assouplir ces conditions pour ne pas arriver à ce moment-là où on en est chez des patients terminaux. Et là, de dire qu'il n'y a que 9% des patients qui sont non répondeurs, je pense que c'est très sous-évalué, clairement, parce que l'hospitalisation qui compte que pour un seul point, bah, c'est quand même un événement majeur en fait dans l'insuffisance cardiaque, on le sait. Et là, finalement, on peut, s'il a été hospitalisé mais qu'à l'état stable, il récupère un strain à peu près normal et un NT-proBNP à peu près normal, bah, on ne le compte pas. Donc, c'est sûr que c'est un peu frustrant de ne pas pouvoir faire plus. Pour les traitements annexes, j'introduis très rapidement l'aldactone et l'igliflozine, donc j'attends pas la progression. Donc, quand ils progressent sur un seul élément, bah, j'essaie de voir si je peux les mettre en CPC, mais s'ils n'ont pas les trois éléments, ben, on attend, quoi. Enfin, on fait du suivi, de la télésurveillance, tout ça, mais non, malheureusement, pour l'instant, on n'a rien de plus, hein. Mais c'est frustrant, effectivement, parce qu'on se dit bien que c'est des malades qui pourraient bénéficier d'une autre thérapeutique et qu'aujourd'hui, c'est fermé. Avec toujours la problématique de savoir s'ils ont progressé sur le plan de la charge amyloïde Mm. ou sur le plan du remodelage et de la congestion. Ça, pour l'instant, c'est impossible à juger et c'est, je pense, le vrai défi des 5, 10 prochaines années d'arriver à faire la différence entre une progression et donc un échappement au traitement, parce que pour des raisons, voilà, pour des raisons qui appartiennent aux patients, des patients qui sont plus ou moins répondeurs au traitement, versus l'autonomisation de la cardiopathie, où là, malheureusement, on aura beau changer, mettre tous les traitements qu'on veut, annihiler complètement le TTR, ça ne changera rien. Donc ça, aujourd'hui, on n'a aucun moyen d'évaluer ça. Pour l'instant, on ne sait pas faire. Mais effectivement, c'est le grand, grand enjeu des prochaines années, hein. Grand défi. Ok. Et donc, je vous invite vraiment à aller voir ce topo de Thibaut qui reprend les données françaises et qui sont extrêmement intéressantes et qui montrent, et pour le coup, eux, ils ont plus de non-répondeurs. Je crois que c'est 30% de leur cohorte qui est considérée comme non-répondeur. Et donc, c'est très, très intéressant à regarder. Ouais.